Bonsoir à tous, bienvenue chez Caribe. On est très heureux d'être là ce soir pour cette soirée d'hommage à Roberto Bolaño. Et donc je vais présenter brièvement nos trois invités de ce soir. Donc tout d'abord Antonio Verli, qui connaît bien ce genre de lieu puisqu'il a été libraire. Il a fondé la revue Cyclocosmia, revue littéraire dont le numéro 3 était consacré à Roberto Bolaño. Et dont on a la chance ce soir de pouvoir acquérir quelques-uns des exemplaires qui restent. Oui, c'est une revue, je t'interromps, effectivement, qui a été tirée à 500 exemplaires en 2010. Il m'en reste une cinquantaine à la maison, j'en ai ramené 20 ce soir. Et en fait, il m'en reste plus, à vrai dire. Donc c'est vraiment la dernière opportunité de la saisir pour ceux qui ne l'ont pas, éventuellement. Voilà, je pense qu'on pourra en trouver quelques rares exemplaires encore dans les librairies à Strasbourg, et à Strasbourg, à Paris, et il y en a peut-être encore à Bordeaux et à Toulouse. Mais ça s'arrête là, effectivement, donc je suis ravi de l'invitation pour pouvoir, disons, finir de diffuser le travail qu'on a mené avec la revue, quoi. Et donc Antonio est également passionné de graphisme et traducteur, et il a traducteur de l'espagnol et de l'italien. Il a traduit cette année le très beau Aventure d'un romancier atonal qui est paru chez Attila. Donc on est très heureux d'accueillir Robert Amuccio, qui est la voix en France de Roberto Bolaño. Qui a traduit toute son œuvre, sauf un. Et donc notre troisième invité est André Rougier, qui est poète, blogueur, qui a un très beau blog qui s'appelle Les Confins et qui vit à Paris. Donc à vous. Je vais ouvrir la soirée pour peut-être rappeler au préalable un petit peu qui était Roberto Bolaño et décrire un petit peu son œuvre. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, l'ont lu, mais peut-être certains n'ont pas tout lu, ou peut-être même certains n'ont rien lu du tout, ou ne le connaissent pas. Donc c'est important, je pense, de faire un petit rappel. Je vais en fait entamer par un texte que Roberto Bolaño a écrit et qui se trouve entre parenthèses et qui est intitulé Préliminaire autoportrait. Et donc on va lui laisser la parole pour commencer, ça reste une soirée hommage, donc on va essayer surtout de donner notre voix pour évoquer ces textes et le laisser parler. Donc je vais commencer par une lecture d'un de ces textes. Je suis né en 1953, l'année où sont morts Staline et Dylan Thomas. En 1973, j'ai été arrêté pendant 8 jours par les militants putschistes de mon pays, et dans le gymnase où étaient enfermés les prisonniers politiques, j'ai trouvé un magazine anglais avec un reportage photographique sur la maison de Dylan Thomas au Pays de Galles. Je croyais que Dylan Thomas était mort pauvre, et la maison m'a semblé magnifique, presque comme une maison enchantée au milieu de la forêt. Il n'y avait aucun reportage sur Staline. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé de Staline et de Dylan Thomas. Ils étaient tous deux dans un bar de Mexico, assis à une petite table ronde, une table pour faire un bras de fer, mais ils ne faisaient pas un bras de fer, seulement un concours pour savoir lequel des deux tenait mieux l'alcool. Le poète gallois buvait du whisky et le dictateur soviétique de la vodka. À mesure que le rêve se déroulait, cependant, le seul qui semblait avoir la tête qui tournait, être de plus en plus près de la nausée, c'était moi. Voilà en ce qui concerne ma naissance. En ce qui concerne mes livres, je dois dire que j'ai publié 5 recueils de poésie, un volume de nouvelles et 7 romans. Mes poèmes, presque personne ne les connaît, ce qui est probablement une bonne chose. Mes livres en prose ont quelques lecteurs fidèles, ce qui est probablement immérité. Dans Conseil d'un disciple de Morrison à un fanatique de Joyce, 1984, écrit en collaboration avec Anthony Garcia Porta, je parle de la violence. Dans La piste de glace, 93, je parle de la beauté qui dure peu et dont la fin est souvent désastreuse. Dans La littérature nazie en Amérique, en 96, je parle de la misère et de la souveraineté de la pratique littéraire. Dans Étoile distante, 96, je fais une tentative d'approche, très modeste, du mal absolu. Dans Les détectives sauvages, 98,
Je parle de l'aventure qui est toujours inattendue. Dans Amuletto, 98 aussi, j'essaie d'offrir au lecteur la voix emportée d'une Uruguayenne avec une vocation de grec. Je laisse de côté mon troisième roman, Monsieur Pain, dont le sujet est indéchiffrable. Bien que cela fasse 20 ans que je vive en Europe, mon unique nationalité est la nationalité chilienne, ce qui n'est absolument pas un obstacle à ce que je me sente profondément espagnol et latino-américain. J'ai vécu au cours de ma vie dans 3 pays, le Chili, le Mexique et l'Espagne. J'ai exercé presque tous les métiers du monde, excepté les 2 ou 3 que quelqu'un avec un peu de dignité se refusera toujours à accepter. Ma femme s'appelle Carolina Lopez et mon fils Lautaro Bolaño. Tous 2 sont catalans. En Catalogne aussi, j'ai appris l'art difficile de la tolérance. Je suis beaucoup plus heureux en lisant qu'en écrivant. On pourrait quasiment s'arrêter là, puisque il dit beaucoup de lui en ces 2 pages, et je crois qu'André reviendra sur un des aspects de ce texte, mais je pense qu'il est bon de donner quelques précisions tout de même. Donc Bolaño est né en 53 et il est mort en 2003, donc il a eu une vie finalement assez courte, 50 ans. Il passe son enfance et sa jeunesse dans le cône sud du Chili, et en 68, à l'âge de 15 ans, sa famille déménage à Mexico. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il quitte le Chili pour vivre le Mexique, qui va être un des lieux aussi, un des cadres de plusieurs de ses romans. 68, c'est aussi l'année qui a vu les répressions et des manifestations étudiantes très importantes au Mexique et puis un petit peu partout dans le monde, à vrai dire. Et ces événements-là ont gardé il a gardé une marque assez forte de ces événements. Il quitte assez vite le lycée, il n'entre pas à la fac, mais il passe son temps à lire. Il travaille un peu comme journaliste. Il est aussi, il commence une vie de petit boulot dès cette époque. Il se trouve être vendeur de lampes de la Vierge de Guadeloupe et lit donc beaucoup de littérature populaire. En 73, donc à l'âge de 20 ans, il décide de quitter le Mexico pour aller au Chili, puisqu'à ce moment-là, Allende est sur le point de fonder son gouvernement socialiste, et donc il veut participer à cette grande fête, sachant qu'il va faire le trajet par voie terrestre, donc en voiture, en train, en pouce, et traverser quasiment le continent sud-américain d'une ligne. Et c'est aussi l'inspiration de la Beat Generation qu'il découvre au Mexique qui le pousse à prendre la route. Il est surpris par le coup d'État de Pinochet qui a lieu donc en 73, et donc il y a cette anecdote fameuse où, allant visiter un de ses amis en prenant le bus, la police arrête le bus et en fait il se fait emmener, se fait coffrer et se retrouve en prison pendant une semaine. Par chance, un des gardiens de prison se trouve être un ancien camarade de classe et il décide, cette vieille connaissance lui permet de sortir de cellule et de repartir. Et cet épisode-là est aussi un épisode qui l'a marqué profondément de différentes manières, mais entre autres, en tant que fait, il le raconte dans une des nouvelles, je crois que c'est Carnet de balles, dans Les Putains meurtrières, si je ne me trompe pas, où il met en scène un personnage qui s'appelle Arturo Bellano et qui devient aussi une espèce de double littéraire, son avatar, et qui va être un personnage qui va ensuite traverser la plupart de ses livres. Donc en début de 1974, il rentre à Mexico. Et à Mexico, il va rencontrer des personnes qui vont importer beaucoup dans sa vie. Mario Santiago Pavasquiaro et Bruno Montané, qui vont devenir deux très grands amis. Avec eux, il va fonder un groupe littéraire d'avant-garde qui s'appelle c'est les l'infraréalisme, qui va
sur le modèle de la Beat Generation et du surréalisme des mouvements Dada, va décider de subvertir complètement la poésie officielle, bureaucratique de l'époque. À partir de cette période, il commence aussi à écrire de manière quotidienne et régulière. Beaucoup de poésie, semble-t-il aussi du théâtre. Quelque chose dont, voilà, que en général les gens ne connaissent pas. C'est une petite parenthèse dans sa biographie. Une pièce dont le titre est connu, c'est Le Chapelier Fou, voilà. Qui est une pièce de théâtre où il n'y avait pas de texte, uniquement que du mime. Et cette pièce a été perdue. Il en a écrit peut-être d'autres, mais il me semble que certains de ses amis assurent qu'il a brûlé toute cette production. Semble-t-il que quelques années plus tard, donc 2 années, l'infraréalisme dure 2 ans en fait, à ce moment-là, et en fait Bolaño décide à un moment donné, je sais pas, dans un élan de grande conscience, de se dire non, moi ce qui m'intéresse c'est la poésie, tout le reste n'a pas de sens. Et donc une des anecdotes autour de cette production de textes de théâtre est que il brûle 700 pages d'écriture. Alors bon, à savoir si c'est des racontards, des légendes, on comprend déjà très rapidement qu'il y a un souffle mythique qui souffle qui nourrit en fait la légende même de son œuvre en cours et à venir. Donc ces jeunes gars de 25 ans décident déjà de jouer au jeu de la comédie finalement, avec leur propre texte, avec une légende qui va s'écrire au fur et à mesure. À cette époque-là, au moment de l'infraréalisme, son premier recueil de poèmes est publié chez un tout petit éditeur qui s'appelle Pájaro de Calor, c'est-à-dire oiseau de chaleur, et il va signer l'un des 3 manifestes infraréalistes, et je vous lirai tout à l'heure quelques extraits de ce manifeste, donc qui n'a pas été traduit en français. Ensuite, très rapidement, au bout de 2 ans, en 77, son ami Mario Santiago a quitté le Mexique pour partir en Europe. Bruno Montané, part en Europe. Lui va décider de quitter le Mexique, probablement pour des raisons de cœur, sachant aussi que sa mère est partie en Espagne, et donc plus rien ne l'attache à Mexico. Et donc à ce moment-là, il décide de partir. Alors, une piste était la Suède, mais parce que sa mère était malade, finalement il décide de partir en Espagne et d'arriver en Espagne. De là, il rejoint Bruno Montané, et l'année suivante, Mario Santiago vient aussi en Europe pour reprendre la route et voyager. Donc il traverse la France, l'Espagne, d'autres pays pour aller en Israël. À ce moment-là, Roberto Bolaño va vivre de plein de petits boulots dont on va retrouver dans ses œuvres justement différents avatars. Il va faire la plonge, il va être groom, il va être éboueur, il va être veilleur de nuit dans les campings, qui est une des figures les plus importantes de ses livres, puisqu'on retrouve régulièrement des personnages et des scènes qui se passent dans les campings où il a finalement vécu quelques saisons. Et il précise d'ailleurs dans des entretiens ou dans à certaines occasions que quand il a tout le temps libre qu'il a, il l'emploie à écrire et à lire, et que s'il n'a pas assez d'argent pour se payer des bouquins, il n'hésite pas à en piquer dans les librairies. Voilà, je ne sais pas si c'est un bon exemple à suivre, mais on peut voir en tout cas que c'est quelqu'un qui est entièrement habité dès l'adolescence par le plaisir de la lecture et de la littérature. À cette période-là en Espagne aussi, et depuis l'Espagne, il construit une anthologie des poètes infraréalistes dont il est l'instigateur et qui sera publiée au Mexique. Pour moi, cet événement est assez important dans la mesure où la forme de l'anthologie est quelque chose qui revient régulièrement dans son œuvre et dans son parcours
de lecteurs. Et à vrai dire, c'est pratiquement l'ouverture de son œuvre. Voilà, il faut dire que l'un de ses premiers livres publiés, c'est une anthologie. Donc il fait un travail d'éditeur quasiment pour présenter une bibliothèque. La bibliothèque infraréaliste. Le texte s'appelle Muchachos desnudos bajo el arco iris de fuego, c'est-à-dire jeunes garçons nus sous l'arc-en-ciel de feu. Voilà, une image tout à fait surréaliste. Avec Bruno Montané depuis l'Espagne, ils font d'autres revues. Alors, est-ce que ça n'avait pas plutôt l'air de fanzine, de photocopies diffusées à des amis, mais on retrouve quelques publications toujours un petit peu avant-gardistes. L'une s'appelle Rimbaud rentre à la maison, et l'autre s'appelle Berthe Trépas, qui est une référence au personnage un des personnages de Marel de Cortázar. En 80, il s'installe à Gérone. Il écrit toujours beaucoup de poésie, mais compose aussi son premier roman qui s'appelle Envers, et qui est en fait un roman expérimental qui, à vrai dire, est intégré plus tard dans ses poésies complètes. Donc ça reste encore une forme très hybride. Un roman, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire. Il le dit, hein, il précise ça dans le texte qu'il a donné à Héraldé au bout d'un moment, et là, quand il a fait paraître Envers, séparé de Reste poétique, en disant que c'est le seul texte dont il n'est pas honte. Voilà. Oui, jetez un coup d'œil. Hein. C'est un texte, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un texte qui est composé comme un kaléidoscope alors chaque page quasiment forme un paragraphe, et c'est plus des sensations et des évocations de paysages, de scènes, de personnages, qui n'ont pas toujours des liens évident, mais ça construit comme ça un paysage général. C'est effectivement quand même plus proche d'un recueil poétique construit que d'une prose à proprement parler, mais les thématiques qui sont certains thèmes et certains motifs qui sont développés dans Envers vont aussi par la suite nourrir d'autres de ces textes, et on reviendra tout à l'heure sur la manière dont Roberto Bolaño écrivait et comment finalement il a construit son œuvre depuis ses premiers textes poétiques et cette forme d'anthologie par exemple, jusqu'à aboutir à son dernier projet le plus important, qui est 2666, et qui donc est paru de manière posthume l'année suivant sa mort. On va poursuivre la chronologie rapidement. Il rencontre Carolina Lopez qui a 20 ans, et lui en a 28, donc au début des années 80. Il rencontre aussi beaucoup de personnages, d'écrivains en Espagne, dont Antonio Porta, avec lequel il va écrire ce livre aussi, Conseil d'un disciple de Morrison, un fanatique de Joyce. Donc c'est un roman à quatre mains. Et à cette époque-là, il propose aussi à Antonio Porta de composer une anthologie de notices fictionnelles. Voilà, alors Porta lui dit, voilà, moi je veux bien écrire un petit peu, mais j'ai pas la même, je me sens pas aussi investi que toi en tant qu'écrivain. Voilà, je n'arriverai pas à le faire, mais Bolaño ne peut pas s'empêcher de garder ce projet en tête et va constituer une matière fictionnelle pour réaliser ce que va devenir la littérature nazie en Amérique, qui va sortir en fait en 96. C'est-à-dire que dès les années 80, la première moitié des années 80, c'est un projet qu'il mûrit depuis le début et qu'il aurait voulu écrire comme un jeu littéraire avec un de ses amis. Dans les années 80, il commence à écrire un peu plus de prose et de romans. Un roman qui s'appelle La Senda de los Elefantes, qui gagne un concours, qui sera publié en 1984, et qui sera ensuite repris beaucoup plus tard, 15 ans après, et qui va devenir Monsieur Pain. Ensuite, en 85, il quitte Gérone pour s'installer à Blanes, qui est
une petite ville, à 70 km de Barcelone. Donc il quitte, il se retrouve un petit peu à la campagne. Il travaille, alors sa mère tenait un magasin de bijouterie, donc il travaille un peu avec elle. Et à ce moment-là, il continue d'écrire évidemment. Par exemple, les textes du Troisième Reich, qui a été un texte qui a été publié de manière posthume, date de cette époque-là. Et c'est aussi à cette époque-là, je crois, qu'il commence à travailler sur la piste de glace, peut-être dans la foulée. En 90 naît son fils Lautaro, qui pour lui est probablement la chose la plus belle qui est parvenue dans sa vie, et c'est quelques années après, très rapidement après, finalement en 92, qu'il apprend qu'il tombe malade d'une maladie grave, et qu'il va décider de se consacrer exclusivement à l'écriture. Alors c'est assez fascinant parce que jusque-là, de toute façon, il s'y consacrait, mais là, il veut vraiment en faire un métier, un sacerdoce, et gagner de l'argent pour la subsistance de sa famille et les aider dans le cas où il viendra à disparaître. Et donc, il redouble d'efforts pour écrire, et puis, à mon sens, à partir de ce moment-là, sa biographie se confond complètement avec sa vie éditoriale et son travail d'écriture. Et ensuite, d'année en année, tous les ans, on va voir paraître un bouquin. Donc c'est aussi à cette période qu'il décide d'en faire une profession, qu'il commence à chasser, entre guillemets, sérieusement, les prix Bison, comme il les appelait. Alors, en France, en fait, on a les prix littéraires. En Espagne, on a des concours. C'est à peu près la même chose, sauf que ça se fait pas tout à fait dans le même sens, mais vous proposez un texte à un éditeur pour un concours, et celui qui remporte le concours sera publié. En France, il faut d'abord convaincre un éditeur de vous faire publier, et ensuite se dire qu'on va peut-être gagner un prix littéraire. Mais Bolaño a commencé à décider de chasser ces concours, puisque c'était l'occasion pour lui justement de s'imposer en tant qu'écrivain. Et donc il a cette formule de dire voilà, je chasse les prix Bison en peau rouge que je suis. En 96, il présente ce texte qui est la littérature nazie, qu'il mûrit depuis des années. Finalement, un éditeur espagnol, Seix Barral, va le publier. Mais au même moment, je crois qu'il est présenté en fait au concours qui est organisé par les éditions Heraldé, qui est l'un des grands éditeurs espagnols. Mais comme il était compromis par contrat avec Seix Barral, Heraldé, qui aurait bien voulu le publier, ne peut pas le publier. Et donc, Jorge Heraldé, les éditions Anagrama, lui disent ok, tant pis pour celui-ci, mais signons pour le prochain. Et ça devient une véritable collaboration jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 2003, puisque les éditions Anagrama vont publier toute son œuvre au rythme d'un livre par an, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à très récemment, jusqu'à après sa mort, et il est possible que ça continue encore un petit peu, puisqu'il y a encore beaucoup de matière. Alors c'est pas forcément des romans finis, mais il y a des journaux, il y a des ébauches, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, on a chronologiquement la littérature nazie, puis donc en fait le roman que Anagrama publie, c'est Étoiles distantes. Et en 98, Bolaño va remporter le Premio Heraldé, qui est le prix que Anagrama présente tous les ans, avec le livre des détectives sauvages. Et ce livre va vraiment le faire venir sur la scène internationale hispanophone. C'est un livre qui est considéré très rapidement par la critique comme un renouveau complet de la littérature de langue espagnole, citant par exemple Marel de Cortázar, justement, et
en plus on a des points de comparaison en termes de forme et de style à l'intérieur enfin pour les deux livres. Mais pour Bolaño, ce qui est important, c'est qu'il va avoir un panorama, enfin une vision énorme depuis le Mexique jusqu'au Chili et en Espagne. Ce qui lui vaudra l'année suivante d'obtenir pour ce livre le Premio Romulo Gallegos, qui est la plus grande distinction littéraire du monde hispanophone. Voilà, la critique en a parlé comme l'un des meilleurs romans mexicains contemporains écrits par un Chilien résidant en Catalogne. Et il faut se rappeler que le prestige de ce prix, en fait, provient aussi du fait que des éminents écrivains comme Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Javier Marías l'ont obtenu avant lui. C'était un prix qui a été octroyé tous les 5 ans, donc en plus qui accumule une quantité de livres extraordinaires sur 5 années, et puis par la suite tous les 2 ans, et depuis on y retrouve des écrivains comme Vila Matas, Fernando Vallejo ou Ricardo Piglia qui sont considérés voilà, comme des très grands auteurs. À ce moment-là, il est aussi sollicité par la presse pour tenir des chroniques, en particulier au Chili dans la presse. Donc ce sont des chroniques qu'on va retrouver ensuite dans le livre Entre parenthèses, qui est quasiment le seul recueil d'essais qu'on peut trouver de Bolaño. On retrouve d'autres essais dans certains des recueils de nouvelles aussi, donc il y a des nouvelles et des essais. Et pour l'anecdote, donc en 2000, il publie Nocturne du Chili, après avoir fait un séjour au Chili, pays dans lequel il n'était pas allé depuis sa mésaventure, il me semble, en 1973. Et quand il est arrivé là-bas, il n'a pas forcément été très bien reçu, puisque dans les colonnes qui tenaient dans la presse au Chili, il n'hésitait pas à dire tout le bien qu'il pensait de la littérature chilienne contemporaine, dans le sens où l'un de ses mots fameux, c'est de dire que pour lui, ça n'existe pas, la littérature chilienne. C'est-à-dire il n'y a pas d'école, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de cohérence. Et ce type de discours montre aussi que c'est à la fois un lecteur très attentif à ce que ses contemporains produisent, mais aussi qu'il a un regard très critique, très tranchant, et qu'il n'hésite pas, qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, qu'il n'hésite pas à dire précisément ce qu'il pense des choses, quoi. Après ce prix international, ça devient vraiment quelqu'un qui est lu par tout le monde, par toute une génération d'écrivains, au point même de devenir personnage de fiction, puisqu'il apparaît dans un livre de Javier Cercas qui s'appelle Les soldats de Salamine, qui est sorti en 2001, où c'est un livre qui est en 3 parties, et Javier Cercas, qui faisait une enquête sur la guerre d'Espagne, rencontre Bolaño, et en fait, en discutant avec Bolaño, il réussit à résoudre les problèmes narratifs de son texte, et en fait il décide d'inclure Bolaño dans son texte comme étant le personnage qui va lui permettre de finir le livre. Et ce ne sera pas le seul à lui rendre hommage de son vivant, puisqu'on trouve aussi dans des livres par exemple de Jorge Volpi ou de Rodrigo Frezan dans Mantra des évocations de figures qui sont précisément celles de Roberto Bolaño. Ensuite, on en arrive à nous, en France, puisque en 2002, les éditions Les Allusifs publient le premier roman en français de Bolaño, ce sera Amuleto, exactement au même moment où les éditions Bourgois publient deux des livres qui s'appellent Étoile Distance et Nocturne du Chili. L'année suivante, en 2003, 2 nouveaux livres sont publiés. Je suis navré, j'ai oublié la moitié de mes notes à la maison, dans un acte manqué absolument parfait, mais Robert va me rappeler précisément lesquels ce sont. La littérature nazie et les putains meurtrières, voilà.
Non mais c'est très important de se souvenir des titres, pour la simple et bonne raison que ces 5 livres, qui sont des livres plutôt courts, sont des livres qui ont été écrits et composés, on va le voir, on l'a vu donc, du début des années 80 jusqu'à quasiment l'année précédente, et qui ont tous des formes différentes, des thèmes différents, des obsessions différentes, et pourtant forment tout un système. Et en fait, le lecteur qui découvre l'œuvre de Roberto Bolaño sur les tables des librairies à ce moment-là, peut-être ne comprend pas encore très bien exactement que cache cette œuvre, qu'est-ce qui survient devant nos yeux, de cette espèce de richesse et de kaléidoscope, mais on ne peut que constater la force littéraire de son travail. Amuleto est un roman qui est écrit sous forme de monologue complètement halluciné et délirant, qui reprend l'épisode de la répression au Mexique en 68, où une Uruguayenne est enfermée dans les toilettes d'une université alors que les chars déboulent pour empêcher les étudiants de manifester, et elle va être enfermée pendant, je sais plus, 3-4, une semaine, à manger du papier hygiénique. Voilà, à manger du papier hygiénique et à regarder par la lorgnette d'un carré de verre la lune et les journées passées, et c'est une forme de monologue. Voilà, c'est cette forme-là qui est importante. Ensuite, on a un personnage réel, hein, c'est un personnage historique, c'est une anecdote. Oui, qui a eu lieu, quoi. Je crois qu'elle est toujours vivante, elle est enfermée dans un asile psychiatrique en Uruguay. La littérature nazie en Amérique est une anthologie de fiction, de personnages fictionnels à la manière de Borges, on va dire. Les Putains meurtrières sont des nouvelles. Nocturne du Chili et Étoile distante sont... Étoile distante est une espèce de parodie de roman policier, on va dire. En tout cas, ça démarre un peu comme un roman policier, et puis on ne sait jamais exactement comment ça finit chez Bolaño, mais s'il y a un crime qui est commis, comme dans un policier, ou quelque chose qui a disparu, les personnages vont essayer de résoudre l'énigme de l'objet qui a disparu ou du crime qui a été commis, mais souvent ça les emmène sur des pistes subsidiaires et secondaires. Quant à Nocturne du Chili, c'est aussi une espèce de règlement de compte, entre guillemets, et une évocation de la dictature de Pinochet. Donc, à chaque fois, on observe que les grandes thématiques des lieux où il a vécu, de l'histoire, de la politique, du rapport en particulier au pouvoir, viennent irriguer complètement son travail. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en scène des personnages littéraires, puisque on retrouve dans Amuleto des jeunes poètes mexicains, on retrouve des ateliers d'écriture au Mexique, on retrouve des intellectuels au Chili, dans ses différents livres, et ce sont deux axes constants de son travail, à savoir les personnages, à savoir le rapport que peut entretenir la littérature et l'art, disons, et le rapport que cette question-là peut avoir avec finalement les choses bassement matérielles que sont l'organisation d'une société, le pouvoir politique, la violence gratuite, et différents thèmes peut-être dont André parlera tout à l'heure aussi, et qu'on retrouve de manière cachée dans chacun de ces textes. En 2003, qui est l'année suivante, qui est la même année la parution de ces textes-là, je crois que Roberto Bolaño est venu en France à ce moment-là aussi présenter ses ouvrages. En mars, en avril, oui. Et en fait, en juillet 2003, il est hospitalisé et 15 jours plus tard, il décède. Depuis quelques années, je reviens un petit peu en arrière, mais après Les Détectives Sauvages et pendant cette période de 98-2003, pendant ces 5 ans, on sait qu'il travaillait sur un livre qui devait être son livre total, qui est finalement devenu 2666 et qui est
un livre divisé en 5 parties, mais dont la partie centrale est la plus importante et qui regroupe peut-être les thématiques que j'ai à peine évoquées depuis le début, qui est ce fait divers absolument horrifiant et qui continue d'être horrifiant aujourd'hui, puisque on n'a pas fini de voir cette histoire dans les informations. Tout dépend des infos qu'on regarde, mais c'est régulièrement, on voit dans le monde surgir des échos de l'histoire que Bolaño raconte, à savoir les crimes liés au trafic de drogue, à la prostitution, à la violence gratuite qu'on trouve au cartel de la drogue, aux mafias qu'on trouve au Mexique, et en particulier à la frontière au nord du Mexique et des États-Unis. Et c'est un sujet qui l'a occupé énormément, sur lequel il s'est extrêmement documenté, et on savait les lecteurs savaient que Bolaño travaillait là-dessus. Quelques jours avant de décéder, il me semble que c'est fin juin 2013, il se retrouve dans les bureaux d'Anagrama et il lui dépose le manuscrit en lui disant voilà, j'ai pas complètement fini, mais cela correspond au livre que j'aimerais publier. Il souhaitait le publier en 5 parties séparément pour pouvoir avoir une rentrée d'argent pour les ayants droit, à savoir sa famille, mais l'éditeur a décidé de respecter finalement la cohérence du texte et de publier le texte dans son entier, et 2666 enfonce le clou, disons, des Détectives Sauvages, et devient vraiment emblématique de son œuvre, et puis bon, malheureusement c'est lié à cette histoire aussi tragique de maladie et de décès la même année, mais donc en 2004, 2666 est publié, en même temps que Entre Paréntesis, donc entre parenthèses, qui regroupe les essais et ses chroniques, et là c'est une espèce, disons, de consécration absolue. Même les vieilles générations d'écrivains, donc les plus âgés, latino-américains, les Vargas Llosa et Carlos Fuentes, dont je parlais tout à l'heure, commencent à dire bon, c'est quand même un auteur qu'il faut lire, c'est intéressant. Ils ne le lisent pas, mais ils disent qu'il faut le lire. Voilà. Et les livres continuent d'être publiés en France. Donc, nous découvrons les Détectives Sauvages en 2006. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'en France, on mesure enfin l'ampleur de son travail. Et 2 ans plus tard, Robert a fait l'effort de travailler à une vitesse extraordinaire, certainement, mais pour traduire 2666, qui sera publié donc en 2008. Et avec ces publications, on aura fait plus. Évidemment, il y a eu d'autres ouvrages encore entre-temps, mais on aura fait pratiquement le tour de son œuvre. Il y a eu encore donc quelques textes publiés de manière posthume. Et voilà, nous sommes en 2013, ça fait 10 ans qu'il est décédé, et puis c'est une belle occasion d'évoquer tout son travail aujourd'hui. Alors moi je l'ai commencé à le lire, je travaillais en librairie, j'ai vu les livres arriver en 2002-2003. J'ai eu beaucoup de mal à trouver au départ des gens qui l'avaient lu et avec lesquels communiquer, mais il s'est avéré, à partir des Détectives Sauvages, et grâce aussi à Internet, que j'ai pu trouver des lecteurs qui étaient passionnés par ce texte. Et à cette époque-là, et ensuite je m'arrêterai pour laisser la parole à Robert et André, à cette époque-là, j'avais le projet avec des amis de fonder une revue littéraire. Il s'avère que dans les Détectives Sauvages, c'est l'histoire de types de 25 ans ça se passe au Mexique, au milieu des années 70, qui montent un mouvement d'avant-garde et qui décident de publier une revue littéraire qu'un architecte fou est censé mettre en page. Mais très rapidement, les choses se précipitent et ils se rendent bien compte que quelque part, tout est voué à l'échec. D'ailleurs, les périodes des avant-gardes sont déjà passées, elles ont été réprimées par les dictatures au fil de l'histoire, que ce soit en Russie au début du XXe, que ce soit
en 68 ou dans les années 70 sous les dictatures latino-américaines. Et donc il y a une grande part de désenchantement, finalement aussi, enfin une espèce de grande nostalgie qui apparaît par rapport à ça dans les détectives sauvages. Mais moi ça m'a donné une énergie absolument démentielle. Et c'est peut-être la lecture des détectives sauvages qui m'a poussé à fonder une revue que je ne voulais absolument ni d'avant-garde, ni subversive, ni rien, mais pour laquelle je voulais rendre hommage à des écrivains qui étaient extrêmement habités et surtout qui avaient une œuvre en cours de publication en France et pour laquelle on n'avait pas forcément dans l'immédiat de vision critique en fait. Et le cheminement, du coup, a été fait pour arriver à la publication de ce texte. Et en préparant un petit peu la soirée et ses notes pour ce soir, je me suis rendu compte en fait à quel point la lecture de l'œuvre de Roberto Bolaño a été, au-delà du plaisir et du respect que j'ai pour son travail, a été prescripteur en fait. C'est-à-dire que c'est un auteur qui met dans ses ouvrages sa bibliothèque, qui se dévoile constamment, qui dévoile sa bibliothèque, qui met des références, des citations, qui intègre des écrivains authentiques dans ses textes, qui fait discuter ses personnages autour de la littérature. Et quand on le lit avec un crayon, il est assez facile de prendre des notes et finalement d'aller dans les librairies pour aller voir ce que lisent ces personnages, ce que lit Bolaño. Et il y a quelque chose de très contagieux en fait dans cette manière de lire, et puisque les personnages eux-mêmes sont comme ça, donc il y a une empathie extrêmement forte avec ces personnages-là, et moi je crois avoir une dette gigantesque en tant que lecteur par rapport à cela, comme d'autres écrivains latino-américains envers lesquels Bolaño avait lui-même une dette, entre autres Borges et Cortázar, qui étaient des lecteurs évidemment extraordinaires, et qui dans leurs livres n'hésitaient pas à se mettre à nu et à mettre à nu leur bibliothèque. Juste un mot, Antonio avait évoqué la sévérité de Bolaño avec la littérature chilienne. Je vais vous donner quelques exemples quand même. Il l'appelait cauchemar sans retour. Et voilà ce qu'il écrivait. Voilà ce que j'ai appris sur la littérature chilienne. Ne demande rien, car on ne te donnera rien. Ne tombe pas malade, car personne ne t'aidera. Ne demande pas à intégrer une anthologie, car on cachera toujours ton nom. Ne tourne pas le dos au pouvoir, car le pouvoir est tout. Ne sois pas chiche en louange envers les imbéciles, envers les médiocres, si tu ne veux pas vivre une saison en enfer. Ça ne s'applique pas forcément qu'à la littérature chilienne, mais je trouve que c'est un bon exemple de combien acerbe pouvait être Bolaño et à quel point sa langue pouvait être dure quand il n'aimait pas, et ça arrivait quand même assez souvent aussi. Et il était très 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 bon avec les œuvres et les écrivains qu'il appréciait, au contraire. Oui. Donc il savait faire les deux, quoi. Mais il était meilleur quand il était méchant. Non, il le reconnaissait lui-même. Hein, je veux dire, c'est pas. Il faut un peu nuancer. C'est vrai qu'il a dit vraiment beaucoup de mal de la littérature chilienne et d'une grande partie de la littérature latino-américaine. Cependant, si on jette un coup d'œil entre parenthèses, on s'aperçoit quand même que derrière lui, il y a des jeunes écrivains qu'il apprécie et dont il dit vraiment très peu de choses, mais dont on voit qu'il les a lus et qu'il les apprécie. Et c'est pas une entreprise de démolition. Ce qu'il détruit, enfin, ou cherche à détruire, et c'est pour ça que ces deux voyages au Chili se sont passés très mal, c'est la poésie institutionnelle, les romans institutionnels, tout ce qui vit aux dépens de l'État, qui cherche des bourses, qui cherche des places. Et ça, lui, c'était son honneur, c'était d'avoir toujours refusé de rentrer dans un système, de devenir par exemple attaché culturel de l'ambassade, par exemple. Il trouvait que c'était incompatible avec un travail d'écrivain. Pour ça, il faut nuancer un petit peu, quoi. Oui, il aimait beaucoup la jeune littérature. Une partie de la jeune littérature. Mais il détestait les académiciens, les nobles et les nobelisables. Il en avait une horreur absolue. Et d'ailleurs, Garcia Marquez, Fuentes ont eu droit quand même à des explosions
Alors, on peut revenir sur l'anecdote des infraréalistes, en fait. C'est que ils avaient pour habitude de rentrer... Je vais m'arrêter là. Mais ils avaient pour habitude de semer la pagaille dans les réunions d'Octavio Paz, entre autres. Et disons, quand il y a une anecdote très importante, justement... Bolaño n'y était pas, mais c'est quand Mario Santiago retourne au Mexique à 79-80 après son séjour en Europe et son grand voyage. Il retrouve ses anciens compagnons infraréalistes et en 80, lors d'une grande commémoration, une grande journée poétique avec Octavio Paz comme invité d'honneur, etc., il sème une pagaille absolument faramineuse. L'un hurlant plus de lumière, trop de lumière, éteignez la lumière, enfin, à couper constamment et à hurler au moment des lectures de ce monument qui est Octavio Paz. Et voilà, ça montre bien. Donc du coup, c'était même pas lui non plus n'était pas le seul à détester cet académisme, mais il y a une espèce de méfiance et de haine par rapport à l'honnêteté qu'on peut avoir face à quelque chose qui doit devenir institutionnel, en fait.